Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue sur Ziana TV et bienvenue sur ce nouveau numéro de 100% culture. 100% culture, aujourd'hui je reçois une dame qui a plusieurs casquettes, elle est à la fois écrivaine, poétesse, et également militante associative et femme politique. Elle est auteure de plusieurs ouvrages et ensemble on va faire sa connaissance, on va découvrir son univers littéraire mais également ses engagements associatifs et politiques. Il s'agit de Eugénie Moyini Opou. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ziana TV et merci donc de nous consacrer ce petit moment de votre temps pour parler donc de votre parcours tout autant littéraire que politique ou associatif. Alors, j'ai en main deux ouvrages, on aura le temps de les décortiquer, mais la première question c'est qui êtes-vous exactement? Il est très très difficile de se présenter soi-même, mais si j'ai à dire, je suis madame Opou, née Moyini, c'est mon nom de naissance. Hein. Quand je demande à mes parents pourquoi Moyini, ils disent ben, c'est la bienvenue. Tu étais attendu et quand tu es attendu, tu es arrivé, on a dit bienvenue Moyini Eugénie. Comme vous l'avez dit, effectivement, je suis auteur-écrivain, mais il faut savoir que auteur-écrivain, c'est comment dire ça déjà, c'est quelque chose qui est arrivé comme tout le monde, hein, comme ceux qui font des chants, etc. Un jour vous êtes inspiré pour une raison ou une autre. C'est pas une formation en soi, mais j'ai une formation. J'ai été formée à Cuba, assistante sanitaire dans la stomatologie. Et votre combat à nouveau, c'est l'esclavage moderne notamment, oui. Ce qui est illustré dans ce livre, Sama au croisement des bourreaux. Tout à fait. Au fait, j'ai envie de dire, ça ce sont des phénomènes que nous rencontrons au cours de notre combat associatif. On a rencontré beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes, beaucoup des cas d'exemples. Samana n'est qu'un parmi tant d'autres. Voilà. Parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à écrire, à retranscrire l'histoire de Samana? Est-ce que c'est une façon de sensibiliser le monde entier sur la question de l'esclavage moderne ou le faire pour ne pas que Samana soit oublié? Au fait, j'ai envie de dire que Samana a été une manière thérapeutique pour moi-même, personnellement. Parce que quand vous vivez des situations, il y a des situations qui sont très traumatisantes. Et la situation de Samana, c'est une situation qui m'a beaucoup traumatisé. Il fallait quelque part pas oublier, mais essayer essayer de me sauver moi-même de ce traumatisme. Il fallait que j'écrive. Écrire est une thérapie. Quand Samana arrive à l'aéroport de Saint-Exupéry, voilà, c'est un médecin qui était aussi dans notre association qui m'appelle, qui s'occupait de ces femmes, me dit, voilà, j'ai un cas ici qui va vraiment nous intéresser, ce cas d'esclavage moderne. On ne peut pas laisser partir cette fille parce que finalement on l'avait arrêtée pour la faire partir chez elle. Voilà, non, nous allons traiter ce cas parce que c'est le cas qui nous intéresse. Et c'est comme ça que Samana a atterri chez moi. Le jour que je la reçois, mais on avait comme, je ne sais pas si c'est nous les Africains qui avons cette manière. Quand elle rentre, j'avais vraiment pas, ça donnait pas tout de suite l'idée d'une fille qui venait de subir des choses. Elle était pour elle très bien et tout. Et c'est en discutant, là, quand on s'est retrouvés toutes les deux, alors elle s'est fondue en larmes. Et là, elle a commencé à expliquer sa tragédie. Il y a eu une entente mutuelle qui s'est installée. Exactement. Elle a trouvé en moi la personne en qui elle pouvait faire confiance et vraiment dire tout. Ce que vous racontez, ce n'est pas de la fiction, c'est une histoire vécue. Et en même temps, le phénomène existe toujours. Au moment où vous en parlez, il y a sûrement des jeunes filles qui sont dans les mêmes situations, les mêmes difficultés et qui ont besoin d'avoir une main qui pourrait les secourir. Tout à fait. Mais, selon vous, genre de situation, qu'est-ce qui est à l'origine de tel phénomène? Est-ce que c'est parce que dans nos pays, on dit la misère ou la pauvreté grandit de jour en jour, ou bien c'est un problème d'éducation sur le plan local? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Nous pouvons trouver des solutions faciles en parlant de misère, ça n'a rien à voir. Nous sommes tous des jeunes. À un moment donné, nous avons envie d'aller découvrir d'autres mondes. L'être humain est nomade de nature. Hein? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui ne s'est pas passé avant? Pendant les colonisations, l'esclavage, c'est pas nous qui sommes venus ici. Ceux qui partaient vers l'Afrique, c'était pourquoi?
L'être humain va toujours à la recherche de quelque chose. Et ça, quoi qu'on en dise, ça continuera toujours. Malgré tout ce que nous voyons, les catombes, dans les trucs et tout. Il y a un aspect que vous avez souligné dans ce livre en disant que le fait que les jeunes Africains en général n'aient pas la facilité de se déplacer comme les jeunes d'autres du reste du monde, parce qu'un jeune Européen, un jeune Américain, un jeune Asiatique peut aller où il veut à travers le monde et rentrer chez lui sans problème. Est-ce que c'est cette difficulté qui renforcerait l'idée de l'Eldorado? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est d'autres raisons qu'on peut trouver. Il y a des multitudes de raisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout simplement, quand nous voyons la jeune fille africaine, le but, quel est son but aujourd'hui? Il y a plusieurs buts. Il y a d'autres qui voudront, par exemple, aller à l'Europe pour faire leurs études. Hein. Mais effectivement, il faut trouver des moyens pour ça. Ouais, surtout qu'aux dernières nouvelles, le gouvernement veut augmenter le prix des inscriptions. Les inscriptions. Hein. Et puis, de toutes les façons, quand on a une idée en tête, on fait tout pour réaliser d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les difficultés. Mais pourtant, c'est pas le cas de Samana. Hein. Samana n'a pas eu tout ça. Cette jeune fille, elle n'avait jamais eu d'ambition d'aller en Europe. Tout ce qu'elle voulait, c'est être libre. Ah oui, c'est être juste libre. Elle a refusé un mariage forcé. Tout à fait, exactement. Mais seulement, elle est tombée dans le piège d'un homme qui a utilisé sa beauté, tout simplement. C'est une personne, un Européen, qui s'est intéressé à elle parce que c'était une belle fille qui vendait au marché et il a trouvé dans... C'est plutôt la personne... l'Européen qui a eu cette idée qui lui a traversé la tête en disant cette jeune fille, elle peut m'apporter beaucoup quelque part. Voilà. Et il va payer les études exactement pour bien refermer le piège. Pour bien refermer le piège. Et arrivé là, maintenant, il la met sur le chemin de la prostitution, ce auquel elle s'y attendait pas. Elle devient prisonnière d'un seul coup, des maltraitances qui suivent, etc., etc. Au fait, c'est une fille qui a subi une situation pour laquelle elle n'était pas, elle n'avait rien prévu de cela. Il y a un élément qui m'a interpellé dans la lecture de ce livre, c'est le salon de coiffure. Oui. Le salon de coiffure est un personnage à part de l'histoire, parce oui. que c'est en même temps votre bureau, exactement. C'est mon entreprise, tout à fait. Au fait, ce salon de coiffure, on va appeler ça cette entreprise que j'ai intitulée Elle est Ben. Hein. Quand on le fait, effectivement, c'est une entreprise, c'est pour travailler, c'est pour gagner de l'argent, etc. Sauf que c'est devenu un lieu de rencontre aussi, de tout le monde, y compris, comme je raconte l'histoire de cette vieille personne, cette vieille dame, on va dire, cette dame âgée qui arrive et je l'accueille. Elle avait l'intention de se suicider. Voilà, oui, exactement. Elle arrive, et c'est moi qui la reçois. Et on discute. Et quand elle sort de là, elle était tellement ravie qu'elle me dit, il faut continuer comme ça. Vraiment, on a besoin de vous à cet endroit. Vous êtes tellement engagé dans votre activité que même chez vous, les enfants vous disent, maman, il faut décompresser. Il faut sortir de cet univers. Il faut sortir un peu. Voilà, parce que on devient un lieu là où tout le monde vient poser son problème. Hein, parce qu'on a besoin de discuter, on a besoin de poser un problème, c'est là qu'il faut aller. Mais au même moment, quand on rend service, c'est un grand bonheur. Exactement. Est-ce que c'est dans cette optique de rendre service à autrui que vous avez décidé de vous engager en politique? En politique, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre combat. La politique, c'est quoi? Parce que quand nous posons des problèmes au niveau associatif, nous parlons, nous posons nos problèmes, nous faisons des débats, etc. Mais ça s'arrête là. Les solutions sont politiques. J'ai un autre de vos ouvrages, une femme candidate aux élections législatives au Congo-Brazzaville. Vous avez participé à cette élection, mais malheureusement, vous n'avez pas été élu, même si vous êtes arrivé au deuxième tour. Mais entre-temps, vous avez occupé des fonctions au niveau de l'administration publique. Vous avez été maire du 7e arrondissement de Brazzaville. Donc, on va dire, quelque part, vous avez eu la possibilité d'apporter la solution. Mais avant d'arriver là, la politique, je l'ai faite en France. Je suis une élue française. Et à un moment donné, comme on dit toujours chez nous, dans notre tradition, il y a un proverbe qui dit les hirondelles peuvent aller aussi loin que peuvent aller les hirondelles, ils reviennent toujours à leur lieu de départ. Donc, à un moment donné, nous avons toujours cette nostalgie de pouvoir rentrer chez nous, pourquoi pas. Hein? Nous rencontrons toujours du monde qui nous dit, et puis voilà, qui nous conseille en disant, ces compétences, on en a aussi besoin chez nous. Hein? Donc, à un moment donné,
il n'est que tout à fait normal que l'on puisse décider un jour de rentrer chez soi. Vous avez dit à la page 8 de votre ouvrage, faire la politique, c'est aussi refuser de subir, car très souvent la politique, on l'a fait ou on l'a subi. S'engager en politique, c'est aussi un état d'esprit permanent. C'est lui de réfléchir sur des idées, des projets pour la société. Le milieu associatif, les organisations non gouvernementaux, le comité de quartier en sont quelques exemples. Tout à fait, exactement. C'est tellement bien dit. C'est vous qui l'avez dit. Tout à fait. La politique, on l'a fait ou on l'a subi. C'est comme ça. Aujourd'hui, on peut dire, hein, il y a des votes qui se passent. On se réveille un matin puis on dit, oh, je vote pas. Mais de toutes les façons. On va subir le résultat. Ah ben le résultat, ben voilà quoi. Vous n'avez pas voté, donc exactement. Le maire vous n'êtes pas concerné par le maire. Eh ben c'est ça. Hein. Donc quelque part, la politique de toutes les façons, nous la faisons tous les jours. Nous sommes en train de nous exprimer là, on fait la politique. Nous mangeons, nous faisons la politique. Nous critiquons, ça ne va pas là, nous faisons la politique. La politique, la différence, c'est juste l'engagement de pouvoir dire aujourd'hui, je m'engage et j'y vais. Non, on y va. Parce que de toutes les façons, quand nous observons autour de nous et nous voyons pour nous qui sommes des personnes sensées, qui observons les autres, qui essayons un peu de voir ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos arrondissements. Nous essayons un peu de voir comment vit la population, les jeunes. Nous nous soucions un peu de leur avenir, etc. Nous sommes déjà dans le monde politique. Il n'y a qu'à faire un pas. Et le pas, c'est tout simplement, soit aujourd'hui ceux qui se positionnent en indépendants, leur manière de faire la politique, soit nous allons dans des partis. Vous avez choisi le Parti congolais du travail. Et on ne peut pas rester inerte en disant, ben voilà, je suis chez moi et je regarde ce qui se passe sans bouger, c'est pas possible. En tout cas, en ce qui me concerne. Voilà. Et dans ce livre, vous relatez donc cette expérience, la campagne, tout ce que vous avez vu et entendu, observé au cours de cette campagne. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, en vous lisant, que la campagne électorale en France est très très loin de la campagne électorale. Oh bah, pourquoi le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Les habitudes ne sont pas les mêmes. Et puis de toutes les façons, nous ne sommes pas en face d'une même population. Hein, quand on parle de l'Afrique, on parle toujours de la politique du ventre. Même si moi je la fais pas la politique du ventre. Ici, quand vous faites la politique ici, il faut savoir que vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas faim, qui ne sont pas là pour tendre la main et avoir un centime de vous. Ce sont des personnes qui attendent votre engagement. Qu'est-ce que vous allez apporter? Quel est votre programme? Pourquoi vous vous présentez et pourquoi on va voter pour vous? Hein? Vous devez convaincre. Vous devrez convaincre avec les verbes, mots, bien sûr, ouais, mais aussi, voilà, mais aussi savoir toucher la personne en face de vous. Tenez, quand on fait la campagne ici, je dois faire ce qu'on appelle du porte-à-porte. Hein? Je frappe à la porte, la personne n'est pas obligée de m'ouvrir. Hein? Donc à travers l'hublot, il ouvre, il n'ouvre pas. Et quand il l'ouvre, il faut que vous soyez en capacité d'expliquer le pourquoi et le comment. Hein? En Afrique, on a envie de dire, c'est encore mieux, toutes les portes sont ouvertes. Vous avez tout le monde avec vous. Hein? Sauf qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ne sont convaincues de rien. Voilà, le discours importe pour elle. Oh non, elle fait la politique pourquoi? Pour elle, voilà, pour gagner du pain, nanana, mais pas pour moi. Moi, si je veux gagner, c'est maintenant. Tu veux que je vote pour toi? Voilà, c'est la main tendue. Et c'est vrai que à partir de là, il faut avoir la capacité. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce qu'on appelle la démocratie participative. J'ai eu cette force de pouvoir faire asseoir les gens autour d'une table, discuter, poser vos questions. Et qu'on en discute. Quand vous arrivez, les gens vous posent des problèmes. Nous, on veut un hôpital, on veut un dispensaire, ils veulent tout. Voilà. Et vous arrivez à la conclusion que finalement, il n'y est que la circonscription que vous avez choisie est un malade imaginaire. Mais attendez, ils ont tout, en fait. Ils ont tout, mais... tout ce qu'il faut, mais on dirait que ça ne suffit pas. Hein? Pour eux, le candidat, c'est le candidat qui doit avoir je ne sais pas quoi et qui doit se souvenir même à leurs besoins quotidiens. Basique, attendez. Arrêtez. Et vous cherchez tout ça d'un candidat. Et vous faites quoi? La politique aujourd'hui, chez nous, ne veut rien dire du tout. Pourquoi je dis du tout? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes de 18 ans qui veulent devenir président de la République. Alors, je demande à ces jeunes-là, mais vous avez quelle formation d'abord?
en métier, je veux dire. Oui. Vous avez quelle formation? Vous avez quel métier? C'est pas un métier. Un jeune de 18 ans, c'est un jeune qui pense d'abord avoir son bac, à se former et demain à être d'abord utile à son pays avant d'aller faire la politique avec P minuscule, je n'en sais rien. Hein? Mais aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui aspirent déjà à être ministre, président de la République. Patati, ça veut rien dire du tout. Et vous avez tenté une expérience, ça n'a pas marché, vous avez perdu, vous avez été finaliste. Vous en gardez quel souvenir? Est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous dites que ce n'est juste une première expérience, je vais revenir dans 5 ans? C'est une belle expérience. Vous savez, les expériences, il faut les vivre. C'est une belle expérience. Et non, mais j'ai eu une deuxième expérience parce qu'après les législatives, il y a eu des locales. Et les locales, je suis arrivé en tête tellement j'avais l'expérience et que là, j'avais compris comment ça se passait. Le tout, c'est de comprendre. Le terrain sur lequel mais attendez, il faut comprendre le terrain et il faut aussi quelque part s'adapter. C'est pas pareil. Quand vous allez dans ce monde, ça c'est... Il faut savoir comprendre que c'est un autre monde. C'est pour cela qu'il ne faut pas venir, il ne faut pas emmener ce que vous avez en Europe et venir substituer ça là où il y a d'autres réalités. C'est ce que vous avez fait la première fois? La première fois, oui. La première fois, je me suis dit, mais ça se passe comme ça. Résultat, je suis allé corps et âme dans cette campagne, mais c'était une bonne chose parce que j'ai apporté aussi... j'ai apporté aussi cette vision de faire des choses, la manière de faire les choses qui a beaucoup plu et que les gens regrettent aujourd'hui. Ils regrettent énormément parce qu'il ne l'aura plus. Jamais. Il l'aura pas. Il l'aura plus. Parce qu'ils ne trouveront pas quelqu'un comme moi qui apportera ce que j'ai apporté. Wow. Ça, c'est comme ça. Hein. Maintenant, ils vont rentrer dans leur train-train habituel, là où on viendra juste leur nommer quelqu'un qui prend la ligne. Mais c'est pratiquement le cas dans toute la République. Je disais, donc vous êtes arrivé avec donc vos idées, votre façon de faire, avec l'expérience des élections à la française, vous découvrez un autre univers, mais on a l'impression que comparé aux autres candidats, vous étiez un peu plus dans l'éthique, plus dans l'idée d'une victoire honnête, exactement, noble, tout à fait, beaucoup de moralité. Exactement. Sur le terrain politique congolais, ces aspects-là ne comptent pas. On est obligé. Ça a été un choc. On ne s'invente pas, pas du tout. Mais c'est terrible. Hein. Ça m'a pas choqué parce que le problème c'est quoi? Quand vous menez un combat noble dans le but d'apporter quelque chose à une population, vous êtes une force. Parce que ma force, c'est de dire, mais je veux faire quelque chose pour vous. Si vous ne le comprenez pas, c'est vous qui perdrez, c'est pas moi. Je n'attends rien de tout ça. Je ne fais pas la politique du ventre. Je ne suis pas là à dire, voilà, je veux être tel parce que pour gagner des choses ou quoi que ce soit. J'étais là pour la population et j'étais tout dévoué pour cette population. En perdant, c'est la population qui a perdu, ce n'est pas moi. Mais alors pas un iota. Dit que la défaite est individuelle. La défaite, elle est individuelle. Exactement. La défaite est individuelle, pourquoi? Parce que quand vous avez une défaite, vous êtes seul avec votre défaite. Hein? C'est celui qui gagne, qui a toute la troupe avec. Mais tant mieux. Mais après, 2 matins après, allez-y, interviewez encore la même population et vous allez entendre ce qu'elles vont dire. En 2014, quand on a fait les locales, je n'ai pas eu de difficulté à gagner les locales parce que j'avais compris et je savais où mettre le pied. La politique et les associations, c'est deux aspects de votre vie. Mais également, pour finir, on va aborder un dernier aspect qui vous tient à cœur, c'est la tradition Téké notamment. Oui, oui. Et vous avez écrit, je crois, plusieurs ouvrages. Oui, plusieurs ouvrages. Sur la reine Ngalifuru. Le royaume Téké, la reine Ngalifuru, le griot, sagesse Téké, l'incroyable histoire du collier du roi. Tout ça. Mais ce qui m'a mis dans l'écriture, c'est plus la tradition. Hein? Moi, j'ai envie de dire les autres livres que j'ai écrits, y compris Une rose pour les tirailleurs, ça c'est vraiment... ça, c'est des idées qui sont arrivées juste dans le parcours, voilà, hein, pour essayer un peu de parler d'autre chose. Mais sinon, moi, c'est la tradition. Et pourquoi je parle de la tradition? Parce que je dis toujours, comme les autres ont dit avant moi, celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. Aujourd'hui, les jeunes Congolais ont tourné le dos à leur tradition. Quand tu parles avec eux, ils te disent, bah,
nous, c'est le modernisme. Mais c'est quoi le modernisme? Hein? Le monde moderne, aujourd'hui en Europe, le monde moderne est bâti sur leur tradition. Quand je parle du royaume Téké, je me remets dans la base de l'histoire l'histoire de notre pays qui est le Congo-Brazzaville. C'est l'histoire. Le royaume Téké, c'est la base de l'histoire du Congo-Brazzaville. Même aujourd'hui, nous avons le musée Savorgnan de Brazza. Vous allez parler de ce musée sans parler du royaume Téké? Non, pas voilà. Donc, ce qui fait que la tradition, c'est vraiment le premier des combats. Je parle de mon garçon. Un jour, il revient de l'école. Et puis, il dit, maman, pourquoi est-ce que les autres me demandent toujours, tu viens d'où? Oh. Je dis, mais oui, ça te fait mal. Mais je suis français. Mais oui, mon fils, tu es français, sauf que tu viens de quelque part. Et c'est une belle question. C'est ce que tu aurais pu répondre. Tu viens du royaume Téké du Congo-Brazzaville. Chez nous, il y a les rois. Et Savorgnan de Brazza est venu et a signé les accords avec les rois. Mais ça leur aurait fait plaisir d'entendre ça. Ah, maintenant il est au courant. Et il se fait, lui, le porte-parole de la tradition. Merci. On aimerait que tous les enfants issus de l'immigration soient dans la même situation, connaissent l'endroit d'où les parents ou les grands-parents sont venus. Merci Eugénie Mouaini Opou. Merci à vous également, téléspectateurs de Ziana TV. Merci à Sir Makosso pour la réalisation de l'émission. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de 100% Culture.